que le mouvement du 20 février est vraiment un aiguillon démocratique. Et moi, je voulais plutôt parler du question des associations qui sont dans le comité de soutien du 20 février, notamment des associations à l'étranger, d'étudiants à l'étranger, en France ou autre part, et des associations ici au Maroc qui soutiennent ce mouvement, qui sont des sympathisants comme moi et comme certains dans l'Assemblée de ce mouvement-là. Je voulais dire que par rapport à ces gens-là, à toute cette jeunesse-là qui n'a pas participé dès le départ à ce mouvement du 20 février. Ce mouvement a vraiment été une gifle politique qui leur a permis de s'engager dans des associations, qui leur a permis de prendre conscience du devoir qui était le leur de l'engagement qu'ils devaient prendre dans leur pays pour y participer. Et cette gifle politique est venue, la gifle politique marocaine est venue dans le cadre de ce mouvement du 20 février, parce qu'elle n'est pas venue plus tôt, elle est venue un tout petit peu plus tôt avec les révolutions tunisiennes, mais on se disait toujours, on brandissait toujours l'argument de l'exceptionnalité du Maroc, du fait que le Maroc soit une exception parmi le monde arabe. Et là, on nous a prouvé le contraire, on nous a montré l'avant, on nous a aiguillonné en nous disant que c'est possible qu'il y ait un mouvement qui ratisse très large et dans lequel on peut s'inscrire dans le cadre d'autres associations, dans le cadre d'initiatives personnelles. Et par rapport à mon expérience personnelle, à l'expérience de tout mon cercle d'amis, que ce soit des étudiants en sciences politiques ou en droit, ou des étudiants à l'étranger justement, des gens qui sont très actifs en France, de l'expérience que j'ai eu le sentiment justement que ce mouvement a permis d'ouvrir politiquement ces jeunes-là, et je trouve que c'est quelque chose de très positif qui mériterait d'être souligné dans tous les rapports et qui mériterait d'être souligné même au niveau des gouvernements. Et même si le mouvement du 20 février est un mouvement de contestation et qu'il ne fait que sortir dans la rue, je tiens à dire aussi que toutes ces associations derrière, que tous ces gens-là qui sortent dans la rue sont impliqués des fois dans d'autres associations qui organisent des trucs, des choses qui sont très concrètes, des universités d'été, des colloques, juste prendre un café avec ses amis et discuter politique, des choses qui ne se faisaient pas du tout de l'ère de mes parents, qui ne se faisaient plus peut-être de l'ère de mes grands-parents, oui. Et donc c'est une manière pour nous c'est mon histoire un peu personnelle, mais je pense que c'est aussi l'histoire de beaucoup, et c'est une manière pour nous de montrer qu'on peut arriver à une maturité politique avec nos propres moyens. Je pense que c'est quelque chose de très important, en tout cas pour moi, et pour beaucoup ici. Et voilà, merci. Bonjour, Bren Hi. D'abord, Harakat 20 février, les héros et la fierté de la nation marocaine. Donc, je veux répondre à une remarque que vous avez faite à propos de la participation à la société civile. Je pense que ce ne sera que la continuation de la cooptation, qu'elle soit d'ailleurs la cooptation active ou la cooptation passive, qui fait en fait le socle du régime marocain et qui existe depuis les fondements de cet État marocain, c'est-à-dire depuis 5 siècles, depuis qu'Ahmed El-Mansour Dahabi a mis en place les jalons de ce régime, et c'est ça qui fait son exception par rapport aux autres régimes. C'est-à-dire au Maroc, si vous êtes islamiste, vous pouvez rentrer, si vous êtes de gauche, vous pouvez marhaba, mais on voit par exemple chez Ben Ali ou bien chez Ben Ali ou chez d'autres, c'était pas le cas. Et alors que le roi, c'est celui qui continue à avoir tous les pouvoirs, c'est celui qui va continuer à décider en dernier recours. Ensuite, je pense que le principal problème du 20 février est la manière, ce qui va lui permettre vraiment de réussir, c'est justement de faire cette jonction entre le Mkhzen et cette sacralité du roi, c'est-à-dire comment finalement montrer qu'on est dans un régime clientéliste et qu'on n'est pas et que finalement l'idéologie chérifienne n'est qu'une idéologie et n'est qu'un apparat du régime. Or aujourd'hui, la plupart des Marocains croient encore en cette idéologie d'une manière ou d'une autre, le plus souvent à leur insu. Et je pense que le régime fait beaucoup de choses qui nuit justement à cette image un peu sacrée de la monarchie. Entre autres, on a une sorte de présidentialisation du régime depuis qu'est arrivé au trône Mohamed VI, c'est-à-dire on le voit finalement se mettre dans les pas d'un acteur politique normal, c'est-à-dire qu'on le voit participer par exemple chez Ndiaye des choses qui sont finalement parfois pas très importantes, etc.
Et ça, on entend beaucoup de gens, par exemple, dire ce qui est quand même incroyable parce que le roi est censé être au-dessus de tout le monde. Enfin, c'est en tout cas, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Et il y a aussi, d'accord, un dernier élément, c'est le développement d'une économie de rente. Et ça a été d'ailleurs, en juillet dernier, ça a été bien développé. Et là, on est sur les pas, malheureusement, d'ailleurs des autres régimes. Et je pense que là, on a quelque part 30 ans de retard. On n'est pas les seuls sur la Tunisie ou sur l'Égypte. C'est-à-dire, on est aujourd'hui en train de faire ce que Ben Ali ou Moubarak ont fait dans leur pays, en leur temps. Et d'ailleurs, la génération dans les années 80 ou 90, la génération de Moubarak, elle soutenait ce régime parce que la génération, celle qui correspond aujourd'hui à la génération des quadras, parce que cette économie de rente fonctionnait. Or, il va y avoir un moment où cette économie de rente ne va plus fonctionner, et c'est ça le principal défi.